Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 21 septembre. En passant, M. Soucy, bon matin. Bon matin. Et aussi, ce n'est pas l'automne aujourd'hui. C'est le 23 septembre, à 3 heures du matin. Oui, quand même. C'était pas le 21. Moi, avant, ça, ils ont changé ça. Ça me toujours le 21. Probablement que l'automne va arriver sur l'autobus de 3 heures du matin, chez Harley Express ou Irving. Là. Mais c'est ça. Normalement, on a toujours dit que l'automne, le solstice de l'automne, c'était le 21 septembre. Mais non, ça arrive le 23 septembre à 3 heures et quelques que Marie-Ève nous a mentionné. José, on laisse la politique de côté ce matin? Ben, un petit peu quand même. Demain, on va en parler abondamment, ou après-demain aussi, parce qu'il y a le débat demain à Radio-Canada, et il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là, je pense. Il va falloir que les chefs soient très bons, et vendredi, j'en parlerai davantage, mais c'est sûr que demain soir, je vais encore une fois écouter ça religieusement. Est-ce que je vais avoir le goût de fermer la télévision après 20 minutes? Qui sait, mais on verra si ça sera autant cacophonique que ce le fut lors du dernier débat, là, le face-à-face de TVA. Mais quand même, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là. Tu sais d'ailleurs qu'il y a des sondages et la CAQ qui stabilise à 38-39 % alors que les partis d'opposition, eux, oscillent entre 15-16 %, tout dépendant du sondage. Là. C'est comme une course à deux, c'est-à-dire la CAQ versus toutes les partis d'opposition rassemblés. Ça reste à suivre, là, mais évidemment, le sondage, le vrai sondage, c'est le 3 octobre au soir. OK. Juste peut-être terminer là-dessus, parce qu'on a d'autres sujets, là, mais un chroniqueur du Journal de Québec ce matin, là, je ne me souviens pas lequel, là, qui disait que, justement, parce que M. Legault est parti fort, il ne mène pas, selon ce chroniqueur-là, une bonne campagne. Il est plutôt avec réserve. Il va avec réserve parce qu'il ne veut pas faire d'erreur et ça lui fait faire des erreurs, justement. C'est ce que j'avais dit. Alors, c'est pas évident, mais c'est toujours mieux de partir sur la bonne ligne de départ que quand tu as trop d'avance, ben, tu es trop confiant. Et c'est pas mais toujours, ils ne sont pas confiants. C'est pas toujours le meilleur moyen non plus. La CAQ n'est pas confiante actuellement. Et on a vu la performance du chef lors du dernier débat du premier ministre sortant, François Legault. Également une campagne, on va se le dire, là, c'est pas la meilleure campagne que la CAQ fait. Ça, je pense qu'on est pas mal tous unanimes. Même Paul Arcand en a parlé, même Jonathan Trudeau. Plusieurs personnes en parlent. Malgré tout, il demeure en tête dans les sondages. Donc, le défi là, pour François Legault, c'est pas compliqué. Là, c'est le débat de demain. Ensuite de ça, c'est de se maintenir en tête jusqu'au 3 octobre au soir. C'est pas infaisable, mais on sent que la pression augmente. Mais on va s'attendre demain soir, justement, là, sur les ondes de Radio-Canada, demain soir, jeudi, à 20h, avec Patrice Roy, que tout le monde, parce que c'est là ou jamais, là, M. Legault aura à avoir un meilleur débat s'il veut éviter de continuer à perdre des points. Et les autres chefs, ben, eux, ont tout intérêt à avoir un bon débat pour gagner des points. Donc, ça risque d'être intéressant, ce deuxième débat, demain soir, sur les ondes de Radio-Canada. José, maintenant, du côté local, tu as un nouveau DG qui arrive à Berthier. Là, il y avait le directeur, la directrice qui a quitté. C'est une conseillère qui avait pris la place. On est allé en élection. Là, elle quitte. Un nouveau DG. Ça bouge. Pour faire court, Marie-Ève Lampron a reçu une offre Desjardins que visiblement elle ne pouvait pas refuser. C'est son ancien employeur qui est revenu la chercher parce que tu sais comme moi, Michel, là, que ça maraude beaucoup. Là, on manque d'employés. Et lorsqu'il y a une bonne employée, on essaie d'aller la rechercher. Possiblement qu'elle s'est fait offrir des bonnes conditions, sans l'ombre d'un doute. Mais en contrepartie, celui qui remplace Mme Lampron, c'est M. Jean-François Tétrault, qui a été anciennement DG de la municipalité de Tourville, qui n'est pas si loin d'ici. C'est quelqu'un qui est quand même assez connu, là, parce que
il est propriétaire, excusez, là, de Passion Côte-Sud qui offre des services de drones, de vidéos, de photos, de visibilité, de conseils de communication et de marketing ainsi que de graphisme. C'est-à-dire qu'il a sa page Facebook là, où ce qu'il fait avancer, où qu'il promeut, si on veut, sa petite place d'affaires. Donc, c'est du changement, effectivement. C'est arrivé le 13 septembre dernier à la dernière séance du Conseil de Berthier-sur-Mer. Le ministère de la Famille procède à la fermeture d'une garderie à horaire atypique à Saint-Pamphile, alors qu'on a tant besoin de place, et surtout à Saint-Pamphile, qui est un milieu de travail là où il y a beaucoup il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de travailleurs. Ça bouge à Saint-Pamphile. Je suis allé quelques fois cet été, là, et c'est très dynamique. Le ministère qui ferme la garderie atypique. Explique-moi, là, je veux comprendre. Les raisons demeurent quand même obscures, là, parce que c'est un projet pilote au MEA, je l'ai ici, MEA Les Noctambules à Saint-Pamphile, et ça faisait 3 ans que ça fonctionnait quand même bien. Et là, semblerait-il que les locaux ne sont plus adéquats alors qu'ils l'étaient jadis. On ne comprend pas trop la décision du ministère de la Famille du côté de la municipalité de Saint-Pamphile. Évidemment, il y a de la pression politique qui s'accentue. Je sais que certains candidats de l'élection présente sont au courant du dossier. Est-ce que ça va aller plus loin? On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ça bouge du côté de Saint-Pamphile, à savoir maintenant comment ça va se terminer. Parce qu'on sait, là, il y a des besoins criants dans l'île Sud. Et, bon, José, moi, la question que je me pose, là, ça sort, cette nouvelle-là est sortie hier. Absolument. On a reçu ça par communiqué de presse. D'ailleurs, que c'est ma TV qui a eu ce communiqué de presse. Explique-moi, en pleine campagne électorale, que c'est stratégique ou est-ce qu'on voulait brasser les cartes parce que cette nouvelle sort en pleine campagne électorale à quelques jours là, de la fin de la campagne? Ben, moi, c'est ce que j'aurais fait. C'était une problématique avec une politique qui dépend de Québec. C'est le temps d'en parler pendant la présente campagne électorale. Je pense que... Est-ce que c'est de la pression qu'on voulait mettre sur les candidats? Ben, sûrement, ou sur le gouvernement en place. Je veux dire, M. Rivet devra répondre de son gouvernement sur cette question-là. Est-ce que les autres candidats vont s'impliquer dans le processus? Je présume que oui. On attend peut-être certaines précisions, mais ça reste à suivre. Sûrement qu'on va en entendre parler d'ici le 3 octobre au soir. D'ailleurs, lorsque les candidats vont passer ici à CMA TV, on va leur poser la question concernant ce centre de la... C'est pas un centre de la petite enfance tout à fait, là. Comment on explique ça, là? C'est une installation aménagée conforme qui est en exploitation depuis 3 ans déjà sous la forme d'un projet pilote. Donc, la directrice qui n'était pas très contente et le maire Leblanc également, là, qui était déçu de cette décision-là. Tout à fait. Donc, histoire à suivre, mais c'est assez bizarre que ça sorte en pleine campagne électorale. J'ai l'impression qu'il le savait déjà ou ça a été confirmé il y a quelques jours. Ça a été confirmé il y a quelques jours, mais je pense qu'on accentue la pression. Puis c'est de bonne guerre d'ailleurs. Là. On est en campagne électorale, c'est tout à fait normal. OK. Et je le rappelle, là, on reçoit à compter de vendredi et toute la semaine prochaine, on reçoit tous les candidats qui sont en élection dans Côte-du-Sud. Ça commence vendredi avec le Parti autonomiste. Et il faut le rappeler, à part le Parti autonomiste, parce qu'il a communiqué avec nous plus vers la fin, là, mais tous les candidats qui seront présents la semaine prochaine, on a procédé par tirage au sort. Donc, on a fait les choses de façon juste et équitable. Donc, toutes les entrevues à partir de vendredi, et ça jusqu'à vendredi prochain, le 28 octobre. Eh bien, ce 28 sera, octobre? Ce sera voué au le 28 candidat. Septembre. Oui, merci. Oui, mais... 28 octobre, d'après vous, c'est un peu trop tard. Parce que je ne suis pas sûr que je me paierai encore un mois de campagne. Non, moi non plus, d'ailleurs. Oui, c'est encore pire pour toi. On va avoir assez après le 3 octobre, je pense. OK. La Ville de Montmagny qui adopte une déclaration de service aux citoyens. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Ben, je vais te le lire parce que c'est quand même subtil, mais en même temps, c'est d'une certaine façon nécessaire parce que tu sais qu'avec les imbroglios qu'on a eus avec le projet du réhab sur la rue Samuel-Caron, il a semblé manquer un peu de communication entre les citoyens et la Ville concernant ce dossier-là. Et ça, c'est un projet là, qui a été initié par Mireille Thibault, la conseillère du District 4, tu sais, qui a 25 ans d'expérience en politique et qui voulait emmener ça lorsqu'elle a été élue. Par contre, lorsqu'il y a eu, comme je l'ai dit, des imbroglios avec le réhab, ben, ça a accéléré le processus. Ça a été voté unanimement, d'ailleurs, Michel, là. En somme, là, ça définit les engagements de l'entité municipale Magny-Montoise ainsi que les actions à entreprendre et les délais à respecter pour répondre à une demande d'information, à une requête ou à une plainte, tout simplement.
Écoute, tu parles du réhab, là. Je veux pas te pincer dans le coin ce matin, là, mais on n'a pas eu de développement par rapport à ce dossier-là. Est-ce que tu as entendu parler d'où c'est rendu cette histoire-là? Ça s'est réglé, semblerait-il. Je n'ai pas les détails inhérents là, au dossier, mais je pense que tout le monde a été rassuré dans le processus parce qu'on avait surtout peur d'avoir des criminels là, qui allaient être aux alentours de nos enfants de ce quartier-là, alors que visiblement, c'est pas le cas. Je ne peux pas t'en dire davantage, mais c'est réglé du côté de la ville. Et on n'a pas entendu parler également du côté des gens qui critiquaient cette décision-là. OK. Donc, tout est rentré dans l'ordre, c'est ce que je comprends? Semblerait-il. OK. Joe Biden, c'est pas local, ça? Non. Ah non! Joe Biden déclare la fin de la pandémie. Ah! Oui. Écoute, j'ai vu la semaine passée l'Organisation mondiale de la santé qui disait également qu'on était dans la bonne direction et que, somme toute, la pandémie pourrait, je le dis au conditionnel, pourrait être considérée comme terminée. Là, tu confirmes ce matin qu'avec M. Biden, si c'est terminé aux États-Unis, c'est déjà une bonne partie de la planète là, qui est sans pandémie. Mais je pense que cette question-là va être posée au prochain débat des chefs. Pourquoi? Parce que si c'est terminé aux États-Unis, c'est techniquement terminé au Canada, là. On s'entend qu'on a une frontière, mais je veux dire, le virus n'arrête pas à la frontière. Ici, au Canada, on focus beaucoup encore sur le masque, le port du masque, et même qu'au Québec, on est encore en urgence sanitaire, alors qu'on ne devrait plus l'être du tout. Si l'homme le plus puissant de la planète, en l'occurrence Joe Biden, annonce que la pandémie est terminée, je pense que Trudeau et Legault et compagnie devraient emboîter le pas, là. OK. Moi, je pensais que tu dis que le règlement, là, comment tu l'as appelé, là, les mesures d'urgence. La mesure d'urgence, pardon, excusez-moi, célèbre blanc de mémoire. Tu dis qu'on est encore en mesure d'urgence? Ben oui, au Québec, on est encore en mesure d'urgence jusqu'au mois de décembre. Là. Ils ont passé une loi pour se sortir de la mesure d'urgence alors qu'on aurait dû juste lever la mesure d'urgence. On se garde toujours une manœuvre du côté de Québec, puis dans les médias, on continue un peu à nous faire peur avec la COVID-19. On parle de 8e vague. En contrepartie, de l'autre côté de la frontière, l'homme le plus puissant de la planète a dit que la pandémie était terminée. Non, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'on était encore en mesure d'urgence. Bon, ben, on apprend des choses. D'ailleurs, on est ici pour ça. Mais dis-moi, si on est en mesure d'urgence, si on n'est plus en pandémie, en tout cas, ce qu'on semble dire, comment ça qu'il y a encore un centre de vaccination de Loiselière? C'est que la vaccination va se continuer quand même. Je pense, pour ceux qui veulent se faire vacciner, ça va être un peu... Écoute, là, je présume, comme la grippe à toutes les années, là, mais t'es rendu à 4e, 5e dose, alors qu'au début, c'était supposé être une seule dose. Je pense que les gens se sont rendus compte qu'on n'avait pas à se faire vacciner à tous les 3 mois. Et par ailleurs, je me répète, si Joe Biden estime que la pandémie est terminée, bien, je pense que les gens vont peut-être moins courir à se faire vacciner. Malgré qu'ils ont le droit. Moi, j'ai rien contre les gens qui vont se faire vacciner. C'est totalement leur droit. Mais lorsqu'il y a des obligations et lorsqu'il y a des restrictions, alors que nos voisins viennent de déclarer que c'était terminé, je pense qu'on devrait tourner la page. Mais la question que je me pose, c'est là, c'est la 4e dose là, qui est disponible actuellement, mais on ne pourrait pas la donner ailleurs parce que c'est moins massif que c'était il y a 2 ans. On ne pourrait pas la donner à l'hôpital ou encore au CHSLD et libérer Loiselière pour que les propriétaires puissent utiliser leurs espaces. Oui, mais en même temps, pour Loiselière, je présume que c'est assez payant aussi. Là. Je veux dire, lorsque c'est le gouvernement qui loue ta salle, habituellement, tu ne loues pas ça à 5$ de l'heure. Pas quand même. Non, mais je sais pas. Écoute, on va en savoir davantage. Je pense que ça va être une question qui va être posée au débat. J'estime du moins qu'elle est nécessaire parce que lorsque, comme je l'ai dit, Biden déclare que c'est terminé, bien, il y a une conséquence au Canada. Tu sais, il y a un adage qui dit lorsque les États-Unis toussaient, le Canada attrapait la grippe. Ça veut dire que lorsque les États-Unis déclarent que c'est fini, je présume que c'est terminé au Canada également. Au niveau local, si on ramène ça ici, il nous reste quelques secondes à écouler. La campagne qui se poursuit. Est-ce que tu as assisté cette semaine au point de presse de M. Lemieux du Parti libéral? Oui, je vais t'en parler davantage demain, là, parce que j'ai des choses à peaufiner. M. Lemieux, qui est un homme très coloré, sincèrement, et je suis obligé de te dire que, malgré son style là, très, très populaire, M. Lemieux représente davantage certains citoyens de la Côte-du-Sud et je pense que dans un avenir rapproché, on va aller davantage vers des personnages de la sorte que des politiciens de langue de bois.
Et les gens disent d'ailleurs à M. Lemieux, là, et écoute, Sylvain, reste comme ça, reste comme t'es. Oui, c'est vrai, des fois, on se perd dans ce qu'il dit, mais quand même, il représente davantage le peuple, je pense, que d'autres politiciens. Puis là, je nomme personne là, qui font que parler avec la langue de bois. Là. On est peut-être rendu là. Je pense que les gens sont peut-être même prêts à donner une chance à ce type d'individu-là au lieu de donner l'occasion aux autres. Puis là, je nomme personne, là, mais généralement, parce que tu le sais, des fois, on assiste à des scrums et ça peut parler pendant 5 minutes alors que ça dit rien. Je pense que les gens sont un peu tannés de ce type de politicien-là, malgré que M. Lemieux l'échappe à l'occasion, des fois un sac par-ci, un sac par-là. Est-ce que tu es en train de nous décrire le personnage qui est M. Lemieux? Oui, absolument. Oui, mais c'est une bonne personne, M. Lemieux, sincèrement. Là. Il n'y a personne qui va me faire dire un traître mot contre lui, sauf que c'est pas un communicateur né, c'est pas un politicien né, mais en même temps, lui arrive avec des solutions qui sont simples. Souvent, je pense, des fois, on doit se tourner vers la simplicité au lieu de toujours chercher à expliquer ou à défendre notamment les positions du gouvernement, alors que M. Lemieux, lui, défend les positions du comté, les positions de la population et les projets qu'on veut faire avancer. Merci, José. On se retrouve demain. Et demain, on reçoit Gabriel Hudon et Nancy Dubé de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.